Lorsque nous nous sommes rencontrés pour cet événement qui doit durer l'année prochaine et d'autres années, donc c'est ici le premier opus, la première question c'était de trouver un titre à cet événement, comment l'appeler. Et Olivier, est-ce que tu peux nous rappeler le fruit des cogitations de nos deux obédiences pour trouver ce nom ? Absolument, Perry. Donc, nous avons finalement trouvé Pic de la Mirandole, donc Giovanni Pico della Mirandola, qui est une grande figure, comme vous le savez, de la Renaissance humaniste. Il est né en février 1463 à Mirandole et mort à Florence en 1494. Il était juriste, théologien, philosophe, poète. Il connaissait le latin, le grec, l'araméen, l'hébreu, l'arabe. Il était kabbaliste et il a été protégé et soutenu par Laurent de Médicis. Il a pratiqué, et c'est ce qui nous a beaucoup intéressés dans nos travaux, le syncrétisme philosophique, en travaillant sur Platon, Aristote, Marcille Ficin, Averroès, Avicenne, mais aussi en pratiquant le syncrétisme des spiritualités. Il était féru et très évidemment impliqué dans le christianisme, les textes chaldaïques, Esdras, Zoroastre, etc., la mystique juive de la Kabbale, le Talmud, mais aussi faisant des liens entre la Kabbale et le christianisme, et puis l'hermétisme. Pic de la Mirandole décrit Dieu dans ses travaux comme l'architecte suprême qui a placé l'homme au milieu de la création. Et il apporte ce qu'on appelle un anthropocentrisme par rapport à ce qui se pratiquait préalablement, notamment l'héliocentrisme. Cet anthropocentrisme qui caractérise la vision du monde des travaux principalement de Pic de la Mirandole, qui apparaissent comme une sorte de route initiatique vers les mystères d'une philosophie naturelle. On voit déjà le thème, notamment d'aujourd'hui, se profiler, donnant accès à la dignité de l'homme qui est le titre d'un de ses plus célèbres textes. Alors notre ambition, en combinant nos deux belles obédiences, et Perry le rappelait, ça a été un grand plaisir, ce travail en commun, n'est pas sans doute d'atteindre la science, l'extrême érudition de Pic de la Mirandole, loin de là, mais de vous proposer des pistes d'enrichissement, d'éclaircissement sur des thèmes universels, spirituels, peut-être pour vous aider à mieux appréhender et comprendre le présent, notamment le thème qui a été sélectionné aujourd'hui, et nous rendons hommage à aussi notre équipe de conférenciers, tant des hommes, tant de la nature. Oui, alors après, c'est poser la question pour cette première édition, quel thème spécifique nous allions développer. Alors nous sommes partis donc de Pic de la Mirandole, donc La dignité humaine est son ouvrage le plus connu. Il y dit qu'évidemment l'homme est perfectible, donc nous croyons nos deux obédiences à ceci, que l'homme est capable de se métamorphoser, de s'améliorer, mais évidemment dans quel contexte, dans quel environnement. Alors, il y a un autre Pic de la Mirandole que l'on oublie, c'est son neveu, Jean-François, qui a rajouté aux thèses de son oncle l'imagination. Pour lui, l'imagination, c'est ce qui fait le lien entre le corps et l'esprit. Et il dit, sans imagination, aucune action n'est possible. Alors dès lors, on s'est posé la question, quelle action aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, dans notre environnement, quelle action dans le monde, dans le cosmos, dans l'univers. Alors évidemment, qui dit action dit temporalité, donc immédiatement est venu ce thème, le temps des hommes et le temps de la nature. On aurait peut-être dit les temps de l'homme et le temps de la nature. Évidemment, la temporalité des uns et des autres n'est pas la même. Avant même que le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts du climat, qui, vous savez, a été formé en 1988 pour faire un état des connaissances sur la situation climatique et sur les prévisions qu'on peut faire. Le GIEC est formé en 1988 et fera son premier rapport en 1990. Le dernier vient d'être publié en août. Eh bien, avant même ça, un philosophe, Michel Serres, dans un livre qu'il publie à la fin des années 80, intitulé « Le contrat naturel », commentait cette rencontre des deux temps, cette rencontre du temps des hommes et du temps de la nature. Il expliquait, tout à fait dans l'idée de l'Anthropocène, comment, et surtout si on voit ça d'avion, on voit les humains, il montrait sur les continents, en Amérique, en Europe, comment les continents forment, les hommes forment de grandes plaques humaines, immenses et denses, disait-il, et qui ont effectivement un poids équivalent à celui d'un désert ou de montagne. Et quand l'homme devient une force naturelle, histoire et nature, tant des hommes et tant de la nature, se rencontrent, et il écrivait «
l'histoire globale entre dans la nature globale entre dans l'histoire, voilà de l'inédit en philosophie. Donc, c'est ce que l'Anthropocène, cette proposition faite un petit peu plus tard, une dizaine d'années plus tard, c'est ce que l'Anthropocène rend officiel, puisqu'il s'agit de prendre acte de cette rencontre des deux temps. L'histoire globale entre dans la nature, une ère géologique reçoit la marque, le nom de l'humain, la marque de l'humain. La nature globale entre dans l'histoire. Cela veut-il dire que l'humanité est devenue sujet non seulement de son histoire humaine, mais aussi de son histoire naturelle? Eh bien, non, répond un petit peu plus tard un historien, Dipesh Chakrabarty, c'est un historien indien de l'université de Chicago, qui est spécialisé dans l'histoire postcoloniale, mais qui va, dans un article intitulé « Le climat de l'histoire », tirer 4 thèses de ses travaux, du GIEC, de la façon dont Crutzen et Sturmer et d'autres les ont présentés. Et donc, tirant les leçons de ce qui a été dit sur l'adoption, la proposition de l'Anthropocène, il note que l'humanité est devenue une force géophysique. Il enregistre les origines anthropogéniques humaines, les origines anthropogéniques du changement global, et il en tire une leçon. C'est, dit-il, la ruine de la distinction humaniste classique entre histoire naturelle et histoire humaine. Jusque-là, on avait traité, avec des petites rencontres rapides, mais on avait traité séparément des deux histoires. Eh bien, dit-il, cette distinction, elle s'effondre. Et il en tire la conséquence que, dit-il, nous ne devons plus considérer l'humanité comme un sujet historique, mais comme une espèce, autrement dit une espèce biologique dans son niveau naturel, et il faut donc que l'on fasse se rencontrer, je le cite, l'histoire globale du capitalisme et l'histoire humaine de l'espèce. Il continue en disant que ce changement climatique, comme effet de l'histoire humaine, est certes le résultat principalement de l'histoire du capitalisme, de la révolution industrielle, mais les effets en sont tellement larges sur une tellement longue durée sur l'ensemble du globe que on ne peut pas rapporter ces changements au niveau géologique, au niveau du système Terre, à l'histoire humaine du capitalisme. On peut dire que pour Chakrabarty, le temps long de la géologie et de la nature a absorbé le temps humain. L'humanité doit être vue comme espèce, dit Chakrabarty, non comme sujet historique. Alors à cette présentation de Chakrabarty, un certain nombre d'historiens, en France, Christophe Bonneuil et Jean-François Fressoz, ont répondu avec virulence que présenter l'appellation même d'Anthropocène, qui consistait à nommer donc l'ère de l'humain, aboutissait à rendre l'humanité dans son ensemble responsable d'une crise climatique et géologique et écologique, alors que, en fait, c'était uniquement une partie des humains qui était principalement responsable de l'état dans lequel se trouvaient les relations des hommes et de la nature sur la planète Terre. Et donc, pour traduire ça dans une appellation, ils ont proposé que on ne parle pas d'Anthropocène, comme si l'humanité tout entière s'était précipitée dans cette situation, mais ont-ils proposé qu'on parle de Capitalocène. C'est l'ère du capital. Donc, on est placé devant deux interprétations possibles de cette proposition scientifique de nommer Anthropocène une nouvelle ère géologique marquée par l'impact des actions humaines sur Terre. L'une, celle de Chakrabarty, dilate l'histoire humaine dans l'histoire de la nature, ou bien
en suivant les historiens, d'autres historiens, comme Bonneuil et Fressoz, ou bien est-ce que il faut restreindre l'Anthropocène aux seuls rapports sociaux du capitalisme, au risque de perdre le lien avec l'histoire de la Terre. Donc vous voyez comment la rencontre des deux temps semble aboutir à deux difficultés. L'une, on dilate tellement l'histoire humaine qu'elle disparaît, hein, et les humains ne sont plus qu'une espèce. Soit on se recentre sur l'histoire humaine, mais alors on risque de perdre le rapport à la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire sur le temps de la nature et le temps des hommes? Je crois qu'il faut pluraliser le temps. Je crois que il ne faut pas poser d'un côté un temps de la nature qui serait homogène, et si vous voulez, il y a tout un travail scientifique, en particulier ce qui s'est fait avec les théories de la relativité, la physique quantique, qui ont montré la multiplicité des temps naturels. Il n'y en a pas un seul. D'autre part, il n'y a pas un seul temps des hommes, il y a une multiplicité d'histoires qui vont chacune à leur rythme, et qu'en plus, il ne s'agit pas non plus d'opposer un temps naturel et un temps des hommes, mais penser que ces unités d'habitation, ces milieux de vie, ces cultures, sont chacune à leur façon, une façon de composer le temps de la nature et le temps des hommes, ou, comme nous le savons, il n'est pas de nature dans toutes les cultures, disons, de composer des temporalités différentes des milieux de vie, et à ce moment-là, on peut garder le projet humaniste d'une universalité sans qu'il court à sa perte. On a beaucoup entendu parler dans les mouvements écologistes de décroissance. J'ai compris qu'on en parlait un peu moins aujourd'hui. On a beaucoup parlé de décroissance. Alors c'est une notion qui pose des problèmes méthodologiques très importants. Je dirais simplement que s'il est vrai que le système productif, que le système économique est un système, et je dirais même un système machinique, le fait de baisser le régime de la machine entraîne des conséquences qu'on a peine à mesurer. C'est un peu comme la révolution qu'évoquait Che Guevara. La révolution, c'est une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Eh bien, le système économique, le système productif tel que nous le connaissons, tel qu'il se définit sous le terme de croissance, c'est un système qui, si on le met en crise, va effectivement entraîner des effets qu'on ne mesure pas. Voilà. Donc, ça, c'est une question qu'il faut prendre en compte et qui justifie d'ailleurs le retour au monde d'avant. Qui justifie aux yeux de leurs sectateurs le retour au monde d'avant. Et puis vous avez une autre réponse, en quelque sorte de l'autre côté du spectre, qui est le développement durable, c'est essentiellement de l'économie environnementale. Alors c'est quoi l'économie environnementale? C'est tout simplement cette idée que si nous connaissons des problèmes écologiques, c'est que les lois du marché ne sont pas suffisamment appliquées. C'est qu'il reste dans les pratiques économiques encore trop de traditions, de prédation, de traditions féodales en quelque sorte, et que si les lois du marché étaient parfaitement appliquées, eh bien on résolverait les problèmes écologiques. Ou pour le dire plus simplement, l'économie environnementale a pour tâche d'intégrer les externalités positives, par exemple les bienfaits qu'apportent les écosystèmes, et les externalités négatives, c'est-à-dire par exemple la pollution, le rejet des gaz à effet de serre, de les intégrer dans les prix. Voilà. Et une fois que les prix reflèteraient la réalité ou l'optimum de l'allocation des facteurs de production, pour reprendre les termes de l'économie classique, de l'économie libérale, eh bien, on favoriserait la recherche
le développement, les recherches technologiques, et on trouverait les éléments nécessaires pour la transformation, pour la résolution des problèmes écologiques. Bon, moi je ne crois pas que le marché soit capable de transformer le système productif. Le marché est un système évolutif, il n'est pas un système qui transforme, ou qui transforme sur un certain temps, qui a besoin d'un certain temps pour arriver à des transformations de fond. Voilà. Et puis il y a une troisième réponse. On en parle peu en Europe, elle est tout de même extrêmement présente aux États-Unis, mais c'est le transhumanisme. Et l'idée du transhumanisme, c'est une idée extrêmement simple, puisque notre écosystème est en crise, puisque nous ne sommes plus adaptés aux crises de cet écosystème, eh bien, adaptons-nous aux nouvelles conditions, et adaptons-nous aux nouvelles conditions par des transformations génétiques qui touchent aussi bien l'homme que les autres espèces vivantes. Voilà, politique d'adaptation. Alors moi, j'essaye de réfléchir à une autre voie qui prenne la question de la durée telle qu'on le trouve dans développement durable, et je réponds donc à la question du temps des hommes, du temps des hommes en tant que producteurs. Donc je réponds à cette question en disant, mais prenons au sérieux ce terme de durée. Dominique Bourg, que nous venons de citer tout à l'heure, dit une chose très juste. Il dit, bon, le développement durable, en quelque sorte, c'est l'écologie de la puissance publique, l'écologie des entreprises. Bon, c'est du greenwashing et ça ne change absolument rien. C'est véritablement une sorte de politique politique économique du statu quo au prix de quelques transformations marginales. Mais il dit, et ça, je trouve que c'est très important, il dit, mais il faudrait être capable de récupérer la notion de durée dans la notion de développement durable. Voilà. Et c'est un peu la tâche à laquelle je me suis attaché dans mon dernier livre, Durée. Et je me suis posé cette question, mais qu'est-ce que ça signifie que produire, qu'est-ce que serait qu'un système économique qui aurait pour tâche de construire de la durée. Et ça signifie tout simplement, et je vais être simple, les trois principaux facteurs de production, à savoir le capital, le travail et la technique, que signifie-t-il si on les pense sous le couvert du temps au service de la construction de la durée? La science économique se pose assez peu cette question. On lui reproche habituellement, et je ne vais pas rentrer dans ce débat, on lui reproche d'être une science acosmique, c'est-à-dire de ne pas penser ses rapports à l'espace et au temps. Et il me semble important que si on veut penser ce temps de la production, ce temps humain de la production, eh bien, de réfléchir aux trois principaux facteurs de production sous le couvert du temps. Alors, comment Puig la Mirandole et ses amis, parmi lesquels évidemment je vais compter tout de suite Rabelais, ont pu soutenir qu'il y avait une magie blanche qui était la philosophie naturelle et qui était le vrai pouvoir du monde? C'est parce que ces hommes ont les premiers prononcé dans toute sa force moderne la notion d'énergie. Et là vous retrouvez bien sûr des problèmes que nous venons d'évoquer. L'énergie, c'est la chose en soi quand elle est interrogée par des moyens magiques. L'énergie, c'est ce qu'il y a d'occulte dans la matière et c'est ce que certaines procédures peuvent libérer et donner à se déployer par les voies, alors en effet, d'une technique, d'une économie, d'un développement qui sera bien sûr le développement à la fois bancaire, le développement à la fois des grands voyages et enfin le développement des arts de la Renaissance. Mais si nous voulons désigner le process profond que cherche à toucher Puig la Mirandole et qu'il met au cœur de la dignité de l'homme, qui est au fond une question purement prométhéenne, un homme, c'est un vivant qui a à son pouvoir des énergies. Et cette dignité et l'éthique qui en découle, c'est la façon dont il va opérer magiquement avec les énergies qu'il trouve au fond de la nature. Et quand je dis au fond de la nature, je ne m'arrête pas simplement au mot nature, mais je vais vers le mot fond, parce que très vite,
nos ancêtres de la Renaissance vont découvrir ou vont affirmer que ce fond de la nature a un rapport essentiel avec l'intérieur de la Terre. Ce n'est pas dévoiler ici un grand secret que de dire que nous sommes unis par le vitriol. Visite l'intérieur de la Terre et tu trouveras la pierre cachée. Ce mot d'ordre, c'est déjà celui qui résonne à la fin du XVe siècle à Florence. Cherchez par les magies appropriées quelle force réside au fond de la terre. Rabelais dit « Le feu de Prométhée, tu le cherches au ciel, il est sous la terre. » Rabelais dit que sous la terre, il n'y a pas simplement Proserpine qui va rejoindre Pluton par le cycle agraire. Il y a aussi des forces d'évoquer les pluies. Il y a des forces qui changent le climat. Il y a la force d'évoquer les vents. Là, je cite Rabelais, n'est-ce pas? Je n'adapte pas aux dernières publications. Et la force d'évoquer les vents, la façon d'annuler les villes par un feu céleste, la façon de faire surgir des pouvoirs que jamais êtres humains auparavant n'ont eu. Et d'abord, bien sûr, dans cette fulguration qui caractérise la guerre à partir de la Renaissance, la poudre elle-même, l'énergie, la terre, la poudre et le prométhéisme des hommes, voilà la charge de la Renaissance, voilà ce qui est la volonté de puissance, pour la nommer par le nom d'un philosophe plus tardif, qui anime les élus, les initiés, les gens, au fond, qui découvrent que les voies de la science ne sont pas simplement celles de l'étude du mouvement, mais celles de la force primitive qui énergétise les mouvements. Voilà ce que nous entendons à la Renaissance. J'ai évidemment pour vous des textes que je garde en réserve pour notre débat, et j'en arrive à un second moment. La force est un concept obscur. Si on construit la nature avec des idées claires et distinctes, on doit se délivrer de la force. Alors j'insiste un peu sur ces découvertes extraordinaires de Descartes pour changer un peu le visage de Descartes. À chaque fois, les écologistes nous répètent Descartes est notre calamité, c'est lui qui nous conduit à être comme des maîtres et possesseurs de la nature. Descartes humilie la nature, Descartes humilie les bêtes. Ça, c'est vraiment des lectures un peu rapides de Descartes. Descartes, c'est plutôt celui qui, contre la Renaissance, contre le démiurgisme de la Renaissance, contre les forces occultes, libérées par la terre à la Renaissance, dit « Mais la force est un concept qui est obscur et qui, comme tel, n'entre pas dans l'énergétique du monde. L'énergétique du monde, elle est mécanique, et ce mécanisme, c'est une distribution d'une quantité de mouvements. Vous voyez bien, je dis quantité de mouvements, et je ne dis pas une puissance d'énergie. Cette quantification géométrique qu'on appelle la physique mathématique, et qui est l'œuvre du mécanisme cartésien, a été une tentative d'endiguer la possession de l'Occident. Et Descartes, comme son disciple Malebranche, sont des esprits au fond d'une légèreté impressionnante, parce que ils ont essayé de constituer le monde plutôt comme un théâtre et moins comme une bombe, ou encore, pour reprendre les images de Rabelais, concevoir le monde comme une comédie où Descartes prétendait bien entrer avec un masque, un larvatus prodeo, j'avance masqué, dit Descartes. Donc, un théâtre dans lequel on arrive avec un masque plutôt qu'à une chambre à explosion. Et c'est pourquoi il y a eu un temps qui, à la fois d'innovation technologique formidable, qui s'est opposé à la généralisation de cette énergétique, au fond, habité de forces immaîtrisables qui caractérisaient les dernières avancées de la Renaissance. Le monde baroque est un monde qui se méfie du monde naturaliste, vitaliste et terrestre ou sous-terrestre dans lequel la Renaissance avait plongé ses innovations les plus impressionnantes.
Simplement, le mur cartésien, qui sera encore celui de l'école polytechnique à l'époque de la guerre de 14, va rencontrer une force imprévue. Et cette force imprévue qui se dresse en face de lui, c'est les progrès de la physique. Et c'est la capacité de Leibniz à montrer qu'il n'y a pas de pensée du mouvement sans une pensée de l'accélération. Or, comment peux-tu penser l'accélération si tu n'as pas une force primitive qui lâche son ressort et vient à produire l'accélération du mouvement? La physique qu'on appelle la dynamique a créé un nouveau renversement dans l'histoire que je vous raconte et a donné droit aux initiatives occultes de la Renaissance. Leibniz, c'est un cartésien qui explique les lois du mouvement par la géométrie, mais qui ajoute cet élément que Descartes avait rejeté en dehors de l'intelligibilité, et cet élément, c'est la force. Leibniz, c'est celui qui restaure la force, et c'est celui qui propose à la fois une métaphysique, une théologie et une intelligibilité intégrale de l'univers sous le registre du déploiement des forces primitives et des forces dérivées. Pour le dire d'une façon plus immédiate, l'impulsion et ses formes de développement à l'intérieur d'un acte de mouvement. D'abord, pour te remercier, Pierre-Marie, pour cette première rencontre que nous avons décidée ensemble. Je parlerai peut-être là plutôt à un public d'initiés de la Grande Loge de France et de la Grande Loge nationale française. Nous avons, dans le passé, hélas, vécu des combats entre nos deux obédiences, et nous sommes, depuis maintenant tant d'années, et par nous deux, dans ce positionnement conjoint et dans cette vision commune, chacun dans sa spécificité, il n'y a pas de doute. Je pense que comme vous avez, ou comme moi, vous avez été intéressé, passionné, émerveillé par les propos de notre oratrice et nos deux orateurs de ce soir. Je remercie Perry et puis Bruno, je te cherchais, d'avoir pensé ce système-là de cette présentation qui donne bien la progression des choses. Et je crois que ce qui figure en haut, frontispice, nous parle, et qu'on espère peut-être, je ne sais pas si c'est l'ordre qui est sorti du chaos, mais au moins là, par-dessus les lumières sont venues. Et pour un dernier mot, Bruno, j'ai eu peur à un moment donné, quand tu as parlé de la fonction d'exorciste, qu'après celle de grand orateur, tu veuilles devenir le grand exorciseur de la GNF. Ça m'aurait inquiété parce que ça existe et ça existait dans le passé. Et là, si on sait à quoi ça atteint. Voilà. Il n'était pas si évident que cela, il y a quelques années, que nous puissions nous retrouver ensemble sur un même thème et être d'accord pour le décliner ensemble devant vous. Merci d'être venu, merci d'avoir osé ce mélange, si j'ose dire, et merci surtout à tous ceux qui sont là d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui dans ce temple de la Grande Loge de France, avec bien entendu la charge de revanche chez vous. Et puis, je ne voudrais pas briser la magie de ce moment, parce que ce fut vraiment un moment de magie. Heureusement que nous ne sommes plus au moment où on brûlait les exorcistes ou les magiciens. Certains y auraient eu droit. Mais je voudrais juste répondre à une remarque qui a été faite par l'un de ceux qui ont posé les questions, à propos de « Et que faisons-nous donc dehors ?» Eh bien, sur ce « Et que faisons-nous donc dehors ?» nous avons eu la réponse. Nous avons bénéficié de réflexions de caractère philosophique. Et c'est parce que nous avons réfléchi, c'est parce que nous avons pu nous masturber les méninges, c'est ça que j'ai entendu. Les neurones. Mais tout ce moment a été justement l'occasion de nous masturber les neurones. Et maintenant, c'est à chacun de nous qu'il revient d'en tirer la meilleure utilisation. Et c'est là peut-être où nous avons à montrer ce que nous avons de semblable et de ce que nous avons peut-être de différent. Nous avons de semblable nos interrogations sur l'eschatologie.
Nous avons de semblables interrogations sur le sens des choses, sur le sens du monde, et nous avons peut-être de différents notre manière de le décliner. Mais dans tous les cas, chacun a sa place et chacun pour son propre compte. Et si la philosophie ne nous permet pas de faire cela, alors faisons autre chose. Parce qu'après tout, si philosopher, c'est apprendre à mourir, philosopher, ça doit aussi être apprendre à vivre. Je vous remercie.